Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi, je suis même plus que ça, je suis enchanté de recevoir l'invité de cette semaine. C'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, que j'admire au vu de ce qu'il a mis en place, de ce qu'il a créé. Il est à la fois auteur, physicien de la complexité, philosophe. Je vais le laisser se présenter, mais encore une fois, là, je suis vraiment tout particulièrement ravi de l'avoir et d'avoir qu'il ait accepté mon invitation dans un premier lieu et de pouvoir converser avec lui. Pour ceux qui suivent l'émission depuis un bon moment, vous savez que je dis très rarement ça, je crois que je me l'ai même rarement, j'ai même jamais dit. Donc Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter en l'espace de quelques secondes pour les personnes qui ne vous connaissent pas du tout? Me présenter, c'est que je suis quelqu'un qui est né dans le monde des sciences dures. Je suis polytechnicien, mais je suis guéri, je vous rassure. Depuis lors, j'ai fait un processus doctoral en physique théorique et en philosophie. Et disons que ma spécialité à moi, c'est la physique des processus complexes, et qui ne doit pas dire grand-chose à beaucoup de vos auditeurs. C'est simplement une branche de la physique qui s'occupe de tout ce qui est complexe, c'est-à-dire non pas compliqué, mais tout ce qui n'est pas réductible à du mécanique, en fait, comme notre corps, comme tout ce qui est d'organisation pas du tout linéaire, pas du tout comme un moteur de voiture. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc moi j'ai travaillé pas mal avec, pendant longtemps même, avec Ilya Prigogine, qui était un peu mon maître et mon mentor, et qui m'a permis de vivre une expérience extraordinaire, à savoir qu'en 77 il a eu le prix Nobel. Et Oui. donc moi je m'occupe de cette spécialisation de la physique des processus complexes, en l'appliquant plutôt au système socio-économique humain. Ils sont hyper complexes par définition et qui sont un champ d'investigation extraordinaire, ce qui aujourd'hui pratiquement fait que je suis plutôt connu comme prospectiviste, et pour m'occuper de ce dont on va parler probablement dans la suite, à savoir de l'évolution de nos systèmes socio-économiques humains, qui sont en train de vivre une période tout à fait incroyable pour l'instant. Oui, c'est ça exactement. On va en parler parce que je pense qu'on va aborder différents sujets comme l'économique. On pourra faire un parallèle avec la physique, bien sûr, même d'un côté spirituel, philosophique, si je puis dire. Marc, quelles sont aujourd'hui vos valeurs? Comment vous pourriez vous définir un peu plus profondément, si je puis dire? La notion de valeur, pour moi, elle évoque deux choses. Elle évoque d'abord un de mes papas intellectuels, qui est Nietzsche, et qui voulait absolument, et à bon droit, provoquer la transmutation de toutes les valeurs, si vous voulez bien vous souvenir de cette expression. Et d'autre part, je suis très sensible à la notion de valeur dès le moment où on parle de valeurs éthiques. Je crois que ethos en grec c'est le comportement. Je crois que le comportement de chacun d'entre nous est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement important de transformer, parce que je pense qu'on s'est un peu trompé là ces 2 derniers siècles. Et donc pour moi, ce que j'ai envie de proposer comme éthique pour demain, c'est une éthique où finalement les humains devraient se mettre au service de la vie avec un grand V, et de l'esprit avec un grand E, et non plus, comme on le fait depuis quelques siècles maintenant, d'être au service de leur propre nombril. Je crois qu'il est temps de sortir de ce qu'on a appelé l'anthropocentrisme, voire même l'humanisme à un certain moment, Uh-huh. et de dire que finalement l'homme n'est pas le centre du monde, contrairement à ce qu'il croit, et que la vie avec un grand V, encore une fois, et l'esprit avec un grand E sont infiniment plus importants. Encore une fois, c'est nietzschéen, ça veut dire que l'homme est une passerelle entre l'animal et le surhumain étant cette grande vie et ce grand esprit à venir. Voilà. Pour le reste, en termes de valeurs, je suis, c'est pas trop dans l'air du temps, je pense. Je suis farouchement libéral, c'est-à-dire que je pense que il faut que l'État soit vraiment minimum dans toutes ses dimensions, et que la liberté personnelle d'entreprendre, de penser et de s'exprimer doit être au-dessus de toutes les idéologies et de toutes les religions. Et donc, je suis assez mal à l'aise aujourd'hui quand je vois la montée du social-populisme, et je suis mal à l'aise aussi quand je vois ces déferlantes de victimisme et de
totalitarisme délirant, enfin, où les gens qui vivent leur vie tranquillement sont par définition des oppresseurs de victimes autoproclamées. Voilà. Oui, alors que là, on va essayer aussi d'apporter quelques solutions par la suite, mais comme vous le dites très bien, on est aussi dans une tendance qui va permettre à ces façons de penser, à ces états d'esprit de se développer encore plus. On est d'accord là-dessus? Ben oui, je pense qu'effectivement, et ça on en parlera probablement par la suite, c'est que comme nous sommes dans une transition chaotique et que finalement le monde d'avant il est plus tout à fait là et que le monde d'après n'est pas encore là, ben, entre les deux il y a effectivement c'est toute une série de craintes, de peurs, de ressentiments, de choses extrêmement négatives qui abreuvent en fait des réactions un peu animales, de réactions voilà c'est normal mais à la fois très inquiétant. Ok, donc si je comprends bien, on est en train de vivre un vrai un changement profond, un changement de paradigme. Est-ce que vous pourriez en parler et de ce qu'on vit actuellement, enfin avant, après effectivement, et comment on fait pour avoir une transition qui soit pas trop violente et comment on fait justement? Alors, il y a deux questions très importantes dans ce que vous venez de me dire. D'abord, est-ce que oui ou non, factuellement, nous sommes en train de vivre une évolution, une rupture? Là, ma réponse est extrêmement claire, on vit une rupture et j'y reviendrai là tout de suite. La deuxième question, c'est de dire face à cette rupture, on fait quoi? On peut faire la politique de l'autruche et le déni de réalité qui en gros est l'attitude de la plupart des institutions qui nous entourent de gauche, de droite ou d'ailleurs, ou alors on assume et on se dit oui il y a là quelque chose qui d'ailleurs est fondé historiquement parce que c'est régulier dans l'histoire des hommes et donc comment on peut faire pour réagir par rapport à ça. Donc je commence par la première idée. Est-ce que nous sommes bien dans un changement de paradigme? La réponse est oui. Nous sommes en train de vivre la fin de la modernité qui en fait est née à la Renaissance en réaction avec la féodalité qui la précédait et qui a mis en place tout un modèle de vie avec des valeurs, avec une économie marchande, avec un regard sur le monde qui lui était propre. Et personnellement, moi je crache jamais dans la soupe, donc je dis voilà, c'était bien qu'il y ait ça qui se mette en place. Aujourd'hui, on est en train de vivre la fin de ce paradigme, dans la mesure où il est complètement usé. Voilà, et il correspond plus à la réalité du monde. Alors, si je peux donner quelques détails, je pense que nous sommes en train de vivre vraiment au niveau le plus fondamental, 5 grandes ruptures qui nous mettent devant 5 grands défis que l'on prend ou qu'on ne prend pas. Et si on ne les prend pas, on en parlera plus tard, on est amené à avoir des soucis assez majeurs. Alors, dites-nous tout, ces 5 ruptures, ces 5 défis. Les 5 ruptures, c'est que la première, qui est sur la dimension écologique, donc écologique au sens non pas du militant écolo, au sens de la science écologique et la relation de l'homme à son milieu et à son ambiance. Sur la dimension écologique, il est extrêmement clair aujourd'hui que nous vivons sur 80% de ce que nous consommons comme ressources vient de réservoirs non renouvelables qui ont été accumulés par la Terre pendant des milliards d'années et que nous sommes arrivés quasiment au bout de ça. Donc ça veut dire que nous sommes plus du tout, comme la modernité l'avait prêché, nous sommes plus du tout dans une logique d'abondance, mais nous sommes entrés dans une logique de pénurie de ressources. Donc ça veut dire que ça c'est la rupture. Le défi qui est en face, c'est de dire est-ce que nous serons capables de vivre dans la frugalité. Alors la frugalité, c'est pas l'austérité, c'est pas le cadavérisme, l'austérité. Oui, parce que ça peut faire peur. Alors effectivement, on a parlé de l'autruche qui pourrait avoir une certaine logique de pas faire face à ce genre de défi, mais ce genre de solution, ça peut faire peur à certains. C'est pas une solution, c'est un défi. C'est comment on va vivre, comment on va inventer
une nouvelle forme de vie qui, en gros, dit ceci: comment faire pour faire mieux et moins. Donc c'est mieux, c'est la qualité, moins c'est la quantité. Donc je pense qu'il faut prendre conscience il faut assumer, il faut accepter l'idée que nous ne sommes plus dans une logique d'abondance et que donc il va falloir qu'on fonctionne autrement. Mais ça ne veut pas dire la misère et la tristesse, ça veut dire mieux mais moins. Moins, c'est pas forcément moins bien. Moins, ça veut dire qu'on est en train aujourd'hui encore de vivre dans une société délirante en termes de consommation de superflu et d'aberration. Oui, c'est ça. Et que c'est pas là qu'est la qualité de la vie. Ça, c'est la quantité. Voilà. Oui, on est sur une abondance qui n'est plus de quantité, de surconsommation. C'est une abondance qui sera amenée par autre chose, mais on est sur complètement un défi qui est autre. Voilà. Donc voilà. Vous allez voir que ma dernière rupture va rejoindre ce que vous venez de dire. La deuxième rupture, elle est technologique. Donc on sait bien qu'on est en train de vivre une révolution numérique. Et cette révolution numérique est à la fois un immense réservoir de promesses, mais aussi un énorme réservoir de crétinisation. Oui. Quand vous regardez le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est juste une aberration totale, quoi. C'est le cloaque sur lequel auquel aboutissent toutes les psychos, comment on dit, les psychoses, voilà, les psychoses qu'on retrouve partout dans ces sociétés, tout s'y déverse. Les réseaux sociaux ne tiennent absolument plus compte de ce qui est vérité, ou même pas de véridicité. Le sensationnel il triomphe et on y voit en fait la rencontre de l'exhibitionnisme le plus délirant et du voyeurisme le plus délirant, et puis la réalité n'a plus aucun intérêt là-dedans. On est dans un monde qui est un monde complètement délirant. Bon, est-ce qu'il faut pour autant rejeter la révolution numérique et technologique? La réponse est non. Au contraire, les promesses sont extraordinaires et il faut à ce moment-là développer ce que moi j'appelle l'intelligence noétique, l'intelligence technologique, qui consiste à dire je prends la bonne part et pas la mauvaise. Je prends ce qui est vraiment pour nous humains un tremplin vers l'avenir et pas du tout ce qui est une espèce de cloaque boueux dans lequel on s'enlise. Voilà. La troisième rupture, elle me paraît être organisationnelle, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe et que depuis très 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 longtemps, nous les humains, mais pas seulement, les vaches dans le pré, ouais. Les poules dans le poulailler et les bonobos avec d'autres rites, nous sommes organisés selon des pyramides hiérarchiques qui ne marchent plus du tout, qui sont beaucoup trop lentes et beaucoup trop lourdes pour réagir à la réalité de la complexité du monde. Et ça, vous le savez mieux que quiconque, on est en train d'évoluer vers des organisations de type réseau, de type organique, qui sont une rupture forte, mais un défi colossal, parce que vivre en réseau, fonctionner en réseau organique, c'est pas aussi simple que ça, avec des milliards d'êtres humains qui ont été habitués depuis des générations à obéir et pas à assumer. Donc oui, parce que là c'est purement sociologique, mais comment ça va se matérialiser du coup? Ça l'est maintenant, ça l'est déjà. Je pense qu'il y a vraiment un conflit majeur aujourd'hui. Le vieux libéral que je suis va évidemment vous reparler de la même chose. C'est que les pyramides bureaucratiques des États sont complètement obsolètes et on voit en transversalité par rapport à ça d'autres organisations transnationales qui sont en train de prendre le pas avec des discussions sans fin, mais avec fond, des discussions sans fin sous savoir finalement qui et comment se fait l'opinion, qui et comment se fait la décision, qui et comment prend le pouvoir sur les institutions d'avant. Ouais, bon, ça fait écho avec d'autres contenus que j'ai fait justement sur les sujets comme l'État-nation, le gouvernement. Donc, je vous invite à regarder ces fameuses émissions. Donc on passe pour faire simple, de la pyramide hiérarchique à des réseaux organiques. C'est bien ça. Alors la quatrième rupture, elle est économique, celle-là.
C'est-à-dire qu'on est toujours sur le modèle de l'économie dite financière-industrielle, qui est née au début du 19e siècle. En gros, les deux piliers, c'est quoi? C'est une économie qui est basée sur le prix bas et sur la masse. Il faut faire des économies d'échelle, il faut faire profiter au maximum des effets d'échelle, et pour pouvoir en profiter, il faut forcément avoir de la masse, et pour avoir de la masse, il faut faire du prix bas. C'est assez simple à comprendre. Il est extrêmement clair aujourd'hui qu'on est au bout de ce modèle, dans la mesure où depuis, en gros, 1985 ou alentour, il s'est passé deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que la finance a pris le pas sur l'économie et que la spéculation a pris le pas sur la production de valeur ajoutée. Et donc, on est bien là devant une explosion de bulles spéculatives délirantes. Et je vous rappelle quand même 2007-2008, ça a été quand même un des premiers traumatismes, mais c'est pas le dernier, parce que dans les 2-3 ans qui viennent, il y en a quelques-uns qui vont secouer la planète. Et donc face à ça, il y a un défi extraordinaire, c'est de construire une autre économie qui sera basée, selon moi, sur les deux notions fondamentales. C'est la notion de valeur d'usage ou d'utilité. Il faut que ce soit utile aux gens. De revendre du truc qui sert à rien, les très bons marchés, ça commence à bien faire. Et puis derrière, pour produire de la valeur, il faut cultiver la virtuosité et donc avoir un niveau d'excellence le plus remarquable possible. Donc on est vraiment, encore une fois, et c'est logique, on est en train de basculer dans le qualitatif et non plus dans le quantitatif. C'est toujours le même leitmotiv qui revient. Cette révolution est en cours, mais elle est loin d'être achevée. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, si on regarde, je parle des pays dits développés, en tout cas en Europe, on est en gros 35% des entreprises sont du côté de demain, et le reste, donc 65%, est toujours du côté de l'économie de masse et de prix bas. Donc c'est pas gagné, mais c'est clair que ça évolue bien. Et je pense que les marchés réagissent de plus en plus à ça, en disant écoutez, arrêtez de nous vendre des trucs bon marché qui sont merdiques, quoi. Voilà. Donc il y a là quelque chose qui est en train d'évoluer, mais c'est lent, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de travail, c'est tout un programme. Oui, et comme étant donné ce que vous êtes, on va probablement parler des jeunes entrepreneurs, des entreprises de demain. Il y a là un défi colossal qui leur est posé dans les mains. C'est énorme. Bon, et alors la dernière rupture, c'est concernant la dernière rupture, oui, tout à fait. Ouais, la dernière rupture, elle est plus appelons-la philosophique ou éthique, appelez ça comme vous voulez. Moi, je suis d'une génération qui a été éduquée dans un leitmotiv très très clair. C'est il faut réussir dans la vie. Et puis ça a évolué un peu à partir disons des années 70, et il faut réussir sa vie. Mais on est toujours dans la morale de la réussite. Oui. Moi, je pense que le monde de demain, il va plus être dans la morale de la réussite, il va être dans l'éthique de l'accomplissement. Accomplir tout ce qui est en moi et accomplir tout ce qui est autour de moi. Vous voyez, les deux sont là. Il y a une dialectique entre le en moi et autour de moi. Accomplir, c'est-à-dire le mener le plus loin possible dans ce qui peut être sa perfection, sa cohérence, sa beauté, son intelligence. Et là, moi, je suis non seulement nietzschéen, mais aussi spinoziste. C'est que je sais, après avoir lu Spinoza, que qui dit accomplissement dit joie. Et la joie, c'est pas ni le bonheur ni le plaisir. La joie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et qu'il ne peut pas y avoir de joie sans avoir un chemin d'accomplissement de soi et de l'autour de soi. Et ça, je crois que c'est probablement ce qui est en train d'émerger maintenant à travers toutes les spiritualités que l'on voit se développer un peu partout, qui sont d'ailleurs de plus en plus éloignées des religions. Toutes ces spiritualités sont en train de chercher cette notion d'accomplissement. Okay. Mais qu'est-ce qu'on a à faire là? C'est quoi le sens? C'est quoi la valeur? Pourquoi on est là? Est-ce que c'est vraiment pour se donner du plaisir? Est-ce que c'est vraiment pour tourner autour de son nombril? Ou est-ce qu'on a mieux à faire? Est-ce qu'on n'a pas, comme je le disais là tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas quelque part à se mettre au service de quelque chose qui est plus grand que nous, qui est plus noble que nous, la vie avec un grand V et l'esprit avec un grand E?
Voilà, ça c'est mon leitmotiv à moi. Ouais, on est sur des notions clairement plus abstraites et complexes ici avec cette dernière rupture. Est-ce que vous avez peut-être une ressource à partager là-dessus? Ça peut être un livre ou qu'importe une personne en particulier. Oh ben, il y en a beaucoup Mais quand oui. même. Hein. Je pense que il y a à l'épuiser un peu partout. Je crois que tous les grands mystiques et il faut aussi désamorcer ce mot-là. Un mystique, c'est pas une espèce d'être complètement déconnecté du réel, qui est dans sa petite bulle irradiante. Je parle de mystique au sens philosophique du terme. Il y a toujours eu des gens qui étaient en connexion avec le réel, en connexion profonde avec le réel, et qui ont depuis toujours compris que le nombril humain n'était pas vraiment le centre du monde, quoi. Et donc, je pense que là, on peut trouver des tas de noms. Vous voulez des noms? Oui, bien sûr. En Occident, en Orient, c'est plus facile parce que on en parle beaucoup plus depuis une cinquantaine d'années. Mais en Orient, bien sûr, Lao Tzu, bien sûr, il y a les Upanishads indiens, bien sûr, il y a le shivaïsme, bien sûr, il y a le Vedanta, le Vaita. Enfin, peu importe, je ne fais pas étalage d'érudition là, mais Hmm. il y a tous ces chemins-là qui existent et qui sont extrêmement passionnants, extrêmement enrichissants. Mais ici, chez nous en Europe, on a oublié qu'il y avait aussi des gens qui avaient écrit des choses exceptionnelles. Je pense désolé de revenir au grand classique, mais Héraclite, il y a Aristote, au Moyen Âge, il y a Maître Eckhart, il y a Théard de Chardin, il y a Einstein, il y a toute une série de gens qui ont ouvert la porte vers ça en disant mais arrêtez de vous regarder le nombril. Il y a quelque chose qui est plus intéressant que ça, et vous ne trouvez votre accomplissement personnel qu'au service d'un accomplissement qui vous dépasse. Voilà, c'est un petit peu ça, cette révolution spiritualo-éthique qui est en train de se Hmm. passer aujourd'hui. Très bien. Oui, c'est pas facile à aborder pour on va dire les occidentaux, mais ô combien important et indispensable. Donc encore merci pour ces notions. Donc toutes ces ruptures, si on peut pas les résumer, mais on est clairement, comme on l'a mentionné, dans un changement de paradigme. Est-ce qu'on peut revenir peut-être pour donner des chiffres sur ces fameux cycles paradigmatiques Oui. qui si je dis pas de bêtises, sont environ tous les 500 ans avec cette fameuse théorie des 5 siècles. Est-ce que vous pourriez développer sur cette notion? Oui, quand on a commencé à se rendre compte qu'on était en train... Donc moi, je vous parle de mon travail de recherche qui a démarré dans les début des années 80. Donc vous voyez, ça date pas forcément d'hier. On s'était rendu compte que il y avait quand même des ruptures très profondes qui étaient en train de se mettre en place sans être forcément aperçues par grand monde. Je me place donc, il faut être très précis au niveau du calendrier. On est au tout début des années 80, donc on regarde les années 70 forcément. Et dans les années 70, on voit toute une série de choses qui sont des ruptures majeures. Je vous en cite trois, juste Ouais. comme ça. La première, c'est 1973-1979. C'est cette incroyable chose qui est arrivée, c'est les crises pétrolières. Jusque-là, il n'y a absolument personne qui un jour s'était dit peut-être bien un jour on sera en pénurie de ressources fondamentales. Et puis brutalement ça tombe. Très Et bien. alors là, c'est le désarroi le plus total. On dit, ah merde, on n'est plus dans une société d'abondance absolue. Et en même temps, d'ailleurs, il y a des gens comme Denis Meadow avec son fameux rapport pour l'OCDE qui s'appelle The Limit of Growth, hein, qui a été traduit d'ailleurs improprement par halte à la croissance. C'est à ce moment-là où on dit, attendez, une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. C'est juste du bon sens, quoi. Et donc, à ce moment-là, se met en place toute une série de réflexions sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on accepte la pénurie future, est-ce qu'on gère l'abondance ou pas, et puis toute une série de discussions dont je vous passe les méandres et que vous connaissez aussi bien que moi. Mais ça, c'est les années 70. Une autre chose dans les années 70,
c'est quelque chose qui est devenu une banalité navrante aujourd'hui, mais c'est l'arrivée de l'informatique, surtout dans les entreprises, à partir de 74-75. Toutes les entreprises du monde développé doivent revoir complètement leur mode de fonctionnement, doivent revoir complètement leurs organigrammes, doivent inventer des nouveaux métiers, et tout ça parce que l'informatique débarque et donne la grande claque au monde économique. Un dernier exemple, et puis je m'arrête là. Là, on est en France, on est en 74, si ma mémoire est bonne. C'est Simone Veil qui parvient, c'est une grande dame, cette grande dame qui parvient à faire passer une loi sur la contraception et l'avortement, qui change complètement le référentiel dans lequel s'inscrit la notion de couple, la notion de filiation, la notion d'enfantement, la réappropriation par la femme de son propre corps, etc., qui change tout, qui a changé complètement les règles du jeu. Et donc, quand on met tout ça ensemble, et il y en avait beaucoup d'autres, on voit qu'il se passe quelque chose là. Et donc, c'est pour ça que au début des années 80, on a travaillé pendant quelques temps avec pas mal d'historiens pour essayer de comprendre, en leur disant, ben voilà, on croit qu'on vit une rupture paradigmatique, hein, est-ce qu'il y en a déjà eu dans le passé? Et c'est là où c'est intéressant de voir que les historiens sont rentrés dans le jeu en disant, bah oui, c'est vrai que c'est bien très intéressant. Et on trouve des trucs curieux, quoi. Oui, c'est à peu près tous les 550 ans en moyenne. En moyenne, hein, c'est pas l'horlogerie suisse, mais enfin, c'est en moyenne tous les 550 ans. Regardez l'histoire de l'Europe. Si on vit maintenant une rupture comme celle-là, retournons 550 ans en arrière, ça nous amène à la Renaissance. On passe de la féodalité à la modernité. Retourner 550 ans en arrière, c'est la fin du rêve carolingien de l'empire chrétien germanique, et on rentre dans un immédiatement politique et social appelé la féodalité. 550 ans avant, on est à la chute de l'empire romain. Alors là, pour le coup, pour une mutation, c'en est une bonne. Vous retournez 550 ans encore avant, et vous arrivez à la fin des cités grecques et l'invasion par les légions romaines du monde grec, et donc la fin de la philosophie grecque. Donc voilà, c'est des ruptures fortes quand même, tout ça. Ah ben ça se structure parfaitement, cette affaire. Ouais, et ce que nous, ça nous a étonné vachement quand on a abordé ça, et j'ai toujours pas d'explication à en donner, mais on a regardé pas que l'histoire européenne, évidemment, ça aurait été trop simple. Hein, donc on a aussi regardé les deux autres grands pôles encore très actifs du point de vue civilisationnel dans le monde, c'est-à-dire l'Inde et la Chine. C'est les mêmes cycles de 550 ans, avec les ruptures à peu près au même moment. Donc c'est à peu près synchrone. Alors pourquoi, j'en sais fichtre rien, mais c'est attesté, quoi. Donc il y a quelque chose là qui, à mon avis, est à la fois très profond du point de vue physicien et très hegelien aussi dans le regard de l'histoire. Ouais. Ah bon. Ouais, donc tout ça pour dire que ce que nous vivons là est pas du tout exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, et ce que nous vivons là est quelque chose qui est connu. Alors moi, en tant que physicien des processus complexes, oublions l'humanité, c'est quelque chose qui est connu, quoi. Je veux dire, c'est dès le moment où un système, quel qu'il soit, est soumis à des contraintes extérieures qui l'obligent à changer sa logique, ce qui est bien la notion de bifurcation, il n'a que deux solutions. Et on va peut-être en parler tout à l'heure, mais la première solution, c'est ou bien il s'effondre, parce qu'il peut plus supporter la contrainte extérieure, et il meurt, il se casse. Ou bien alors, il parvient à trouver les ressources à l'intérieur de lui pour pouvoir engendrer ce qu'on appelle une émergence, c'est-à-dire un nouveau paradigme qui lui permet de fonctionner autrement. On est juste là. On est juste là. Donc 2050 voilà, alors. Aujourd'hui, on entend les discours des collapsologues. Hein. J'ai quelques amis qui en font très 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 clairement partie. Pour eux, ça y est, il y aura plus d'émergence possible, c'est trop tard, c'est foutu, et on est nécessairement condamné à un effondrement. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, mais là où ils ont raison,
c'est qu'il commence à y avoir urgence quand même. Effectivement. Faut peut-être arrêter de déconner en gros. C'est très charmant comme scénario. Et pour essayer de faire simple, c'est la faute à qui? C'est la faute à la croissance, la faute à la spéculation, à l'endettement, à la surconsommation, c'est la faute à qui? Je sais pas si c'est la faute à quelqu'un. Ou alors je dirais autrement. Je pense qu'il faut voir les choses un peu de la planète Sirius et dire le paradigme moderne qui a eu beaucoup de vertus, parce que c'est un peu facile de cracher dans la soupe une fois que les choses en sont en train de péricliter. Mais le cycle moderne qui est né en gros à la Renaissance et qui a construit au fil des siècles une manière de fonctionner qui a permis quand même, reconnaissons-le, à beaucoup de gens de vivre mieux, à l'allongement de l'espérance de vie, à une autre manière de travailler, une autre manière de voir l'enfant, la femme, etc., etc. Donc il ne faut pas toujours de voir que le négatif, mais ce paradigme-là aujourd'hui, il est plus capable d'assumer la complexité du monde réel autour de lui, pour les ruptures dont on a parlé tout à l'heure. Et donc moi ce que je pense, c'est que, enfin je pense pas, ça je le sais qu'en tant que physicien, c'est quand un système arrive au bout de sa logique et qui doit changer de logique, forcément, et les mots parlent d'eux-mêmes, il rentre dans une configuration chaotique. Ouais. Et là, on est en plein dans une configuration chaotique. Alors, ce que vous dites, c'est la croissance forcenée, délirante, nourrie par des ressources qui sont de plus en plus rares, c'est une aberration, on est d'accord. L'endettement faramineux des ménages, des entreprises et surtout des États qui se nourrit de monnaie de singe qu'on invente au fur et à mesure du temps enfin ça s'appelle la planche à billets en gros, ou les taux négatifs, appelez ça comme vous voulez. Ce sont jamais que des symptômes, c'est pas ça la cause. Ça ne fait jamais qu'exprimer qu'on est au bout d'un système et qu'il y a un nouveau système qui doit se mettre en place, une nouvelle logique de système qui doit se mettre en place. Alors vous parlez d'endettement, vous parlez de croissance, j'entends bien. Permettez-moi de vous parler de ce qui fait la une de plein de journaux actuellement, c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, dont une des composantes, et pas la seule, l'activité humaine, mais elle est quand même importante, est aussi une expression de la configuration chaotique dans laquelle on est. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les océans, il y a la pollution, il y a le chaos géopolitique. Je pense que je ne dois pas vous faire de dessin. Regardez aujourd'hui ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Regardez l'Iran, regardez l'Irak, regardez le jeu compliqué de Poutine qui fout la merde un peu partout, etc., etc., etc. Regardez la déliquescence de l'Afrique. Enfin, peu importe. La géopolitique est aujourd'hui dans un monde, dans un canevas complètement chaotique. C'est la même chose pour les monnaies. La guerre des monnaies, c'est une guerre mondiale épouvantable dont on parle très peu. Ouais. Aujourd'hui, c'est une guerre à outrance entre le dollar d'un côté, l'euro et le yuan. Donc on est bien dans... Regardez les pandémies, regardez le coronavirus là. Hein, c'est pas le premier, je vous rappelle. On a eu le sida, et puis on a eu Ebola, et puis on a eu un dont je me souviens plus du nom. Maintenant le coronavirus, ça veut juste dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un système chaotique au niveau de la vie sur Terre. Et que donc il y a là des proliférations complètement inattendues qui quelque part profitent de ce chaos pour proliférer au détriment de tout ce qui bouge autour, etc., etc. Donc de nouveau, moi je ne veux pas chercher la cause. Moi je cherche pas les boucs émissaires. Vous savez, je suis juif et le côté des boucs émissaires on connaît un peu trop. Hein, donc je cherche pas de boucs émissaires. Je dis simplement que globalement on est dans un système chaotique et donc tout est chaotique. Et qu'il faut choisir. Ou bien on laisse ce chaos s'installer et on va vers l'effondrement, ou bien on fait ce qu'il faut pour passer outre et pour rentrer dans une nouvelle logique qu'il faut que nous construisions tous. Alors, vous aviez mentionné les solutions aux ruptures, donc c'était la frugalité, l'intelligence noétique, les réseaux organiques, l'économie de valeur et l'accomplissement et la joie. Après, comment ça va se matérialiser? Parce que si on est sur une configuration chaotique, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 chemins. Alors, ça c'est une très 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 importante et très très belle question.
Alors, si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail de ce que le physicien que je suis a appris de la théorie du chaos et de la théorie des systèmes complexes, ces deux grands scénarios de l'effondrement et de l'émergence sont malheureusement ni déterministes ni univoques. Ça veut dire que des scénarios d'effondrement, il y en a plein. Ça peut être la rupture radicale. Certains parlent dans 7 ans, il n'y a plus un humain vivant sur Terre. Je n'y crois pas beaucoup, mais c'est un scénario théoriquement possible. Et du côté de la de l'émergence, on peut aussi croire à ce scénario où brutalement, par un coup de baguette magique, tous les êtres humains vont devenir sensés, intelligents, matures, responsables, conscients, et où tout le monde va faire ce qu'il faut pour qu'on crée un nouveau monde. Je vous avoue que je ne crois pas trop non plus à ce scénario-là. Vous n'êtes pas d'accord? Et donc, quelque part, ça sont des scénarios extrêmes. Entre les deux, du côté de l'effondrement et du côté de l'émergence, il y a plein de scénarios possibles. Si je savais lequel va se mettre en place, je serais extrêmement riche. Et je suis pas riche du tout. Ça montre bien que je ne sais pas ce qui va se mettre en place. Ce que je crois, et ça c'est ma conviction toujours très libérale, je sais qu'en disant ce mot-là, je me tue, c'est que je ne pense pas du tout qu'il puisse y avoir une instance humaine quelconque qui puisse décider de ce que l'on va faire, doit faire, pour que on soit du bon côté et pas du mauvais côté. Je ne crois pas du tout à l'idée que l'on puisse, idéologiquement parlant, établir définitivement pour tout le monde le bon scénario d'avenir. Je n'en crois pas, mais une miette. Je crois, moi, et ça encore c'est le physicien qui parle, c'est que quand une émergence se met en place, elle se fait par contagion. Alors que contagion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour parler en termes de tous les jours, l'émergence, par le processus d'émergence, il ne s'agit pas de changer le monde d'un bloc avec une instance qui s'appelle l'ONU, qui s'appelle l'Union européenne, qui s'appelle l'État français, appelez-le comme vous voulez, et une instance qui va dire, à partir de maintenant, voilà, le salut, il est devant nous, et c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est la solution idéologique, ça ne marche jamais. Et l'histoire montre que les idéologies n'ont jamais fonctionné, sauf pour une chose, c'est faire des hécatombes humaines. En revanche, ce que je crois, et ça, c'est ma formation spirituelle et philosophique à moi qui me souffle ça à l'oreille, c'est qu'il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit pour chacun de changer son monde. Et donc, c'est de dire, voilà, dans le monde où je vis, dans mon village, dans ma communauté, dans mon quartier, dans mon métier, dans mes réseaux divers et variés, il y a des choses qui doivent être faites. Eh bien, c'est à moi de les assumer et de prendre mes responsabilités. Donc, on rentre vraiment dans une philosophie de la responsabilité personnelle. C'est ça, c'est aussi une démarche qui est peut-être plus optimiste dans ce sens, c'est que on revient à l'échelle de l'individu à ce niveau-là. Oui, je pense, moi. Et moi, j'aime pas le mot individu, je préfère le mot personne. Ouais. C'est vraiment au niveau de la personne que les choses vont se jouer. Moi, ça fait 30 ans, oui, que je fais des conférences sur ce thème. Je suis extrêmement optimiste, et ça va vous étonner. Je suis extrêmement optimiste parce qu'il y a 30 ans, quand j'ai démarré à faire des expériences sur ce thème, que comme souvent dans le bon monde, on vous dit, dites Monsieur Alévi, ce que vous dites là, c'est vraiment bien intéressant, vraiment, c'était intéressant. Point. C'est intéressant de le mentionner, oui. Et puis c'est just forget it. Alors là maintenant, je reçois de plus en plus de messages de gens, votre message a changé ma vie, j'ai décidé de faire ceci, j'ai décidé de faire cela, et maintenant j'ai remis de l'ordre dans mes priorités, j'ai remis de l'ordre dans ma relation au monde, et on sent à la fin des conférences, quand il y a un pot après, ce qui est souvent le cas, des gens qui viennent dire moi j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez que c'est dans le bon sens? C'est pas à moi d'être juge de ce que les gens font. Je dis seulement qu'il y a quelque part des gens qui déjà enclenchent des choses et que ça
ça a une propagation virale, si vous voulez. En disant, ah bah tiens, Ouais. t'as vu ce qu'il a fait, lui? C'est mon voisin, là, t'as vu ce qu'il a fait? C'est pas con, son truc. Dans le fond, c'est vrai qu'il faudrait faire ça, parce que, étant donné les problèmes qu'on a en termes de coût de la vie, en termes d'énergie, en termes de ressources, en termes de tout ce que vous voulez, quelque part, ça déclenche des choses simples, finalement, mais qui sont extrêmement importantes dès le moment où on atteint un certain niveau un seuil critique, quoi. Et donc là, vraiment, il y a des choses vraiment passionnantes qui sont en train de se faire, mais dont les journaux parlent pas parce que ça les intéresse pas. C'est pas sensationnel, c'est de la petite chose quotidienne qui se passe un peu partout de manière virale, donc ça intéresse pas le sensationnalisme ambiant. Oui, on n'est pas encore à dire que la décroissance est un mot à la mode pour le coup. Oui, mais la décroissance matérielle, on n'a pas le choix de toute façon. La Ah décroissance bah certain. démographique, on n'a pas le choix. La décroissance matérielle, on n'a pas le choix. En revanche, moi je refuse cette idée de la décroissance totale. Je suis intimement persuadé qu'on peut compenser la décroissance matérielle par une croissance de type, appelons-la spirituelle au sens large du terme, et sans faire référence du tout aux religions quelles qu'elles soient. Hein, je crois que le bonheur, il n'a pas grand-chose à voir avec le taux de consommation. Oui, Et moi, je pense qu'il faut clairement. que les gens soient heureux. Bah, c'est tout à fait vrai, évidemment, ça je valide vos propos, et c'est une excellente transition pour ma question suivante. On a parlé de la sacro-sainte croissance, on a parlé de l'endettement. Quels seraient vos conseils aux jeunes investisseurs, aux jeunes entrepreneurs là, qui vous écoutent, aux nombreux jeunes investisseurs entrepreneurs qui écoutent cette émission? Ah ben ceux-là, moi, d'abord je vais leur dire que je les aime, parce que je répète pour la troisième fois, je suis quelqu'un qui croit vraiment à la force d'un libéralisme qui n'a rien à voir ni avec le capitalisme, ni rien à voir avec le financiarisme. Le libéralisme c'est autre chose, c'est la liberté d'entreprendre. Je crois que les entrepreneurs qui nous écoutent, d'abord je les salue, je leur tire mon chapeau, parce que dans un pays comme la France qui est depuis toujours l'ennemi de l'entreprise privée, il faut en avoir deux et bien accrochés, si vous me permettez l'expression, et ce en hommage aux dames aussi, pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc voilà, ça c'est vraiment un hommage sincère, un hommage des tripes. L'autre chose, c'est que il faut pas se tromper. Être entrepreneur aujourd'hui, ce serait une erreur colossale que d'entreprendre dans la logique du paradigme d'avant, Oui. que le paradigme de masse et de prix. Je pense que les entrepreneurs d'aujourd'hui doivent déjà se situer, autant que faire se peut, et je sais que c'est pas facile, mais autant que faire se peut, doivent se situer dans le nouveau paradigme qui est en émergence. Alors moi j'aimerais juste vous dire ma vision de l'entreprise de demain. J'ai rien de dogmatique, je le pense comme ça pour des tas de raisons, et je vous le livre. Donc pour moi l'entreprise de demain, d'abord elle sera de petite taille. Les énormes mastodontes bureaucratiques avec 300 000 salariés dans le monde, c'est just forget it. Non, je pense qu'on n'est plus dans cette logique-là, on n'est plus dans les économies d'échelle, on l'a dit tout à l'heure, on est dans les économies de l'intelligence. Or, vous le savez comme moi, le talent et l'intelligence, il n'y a pas d'économie d'échelle. Vous mettez 20 crétins dans une salle, ça fait pas un prix Nobel. Vous tournez le problème quand vous voulez. Donc il n'y a pas d'économie d'échelle sur l'immatériel. Il y a bien des économies d'échelle sur le matériel. Donc la taille ne joue plus. Et moi je pense que, je pense pas, je suis quasiment sûr, pour des tas de raisons et d'études qui ont été faites, c'est que la taille maximale d'une entreprise, ou en tout cas d'une entité dans une entreprise, ça doit être de 40 à 50 personnes. D'accord, ok, donc moins de 50 personnes. Oui, et si on veut croire qu'il n'y a aucun problème, alors on fait une autre entité de 40 personnes. Et on ne devient pas une entité de 100. Parce que la raison, elle est toute simple en fait. C'est qu'un être humain à peu près normal n'est pas capable de gérer des relations personnelles avec plus de 50 personnes. Il n'est pas capable de connaître l'autre, il est plus capable d'établir une relation de confiance avec l'autre, il est plus capable de transmettre sa passion et sa foi dans son projet. Il faut avoir une relation très très particulière pour ça, et des relations très profondes. On ne peut pas en avoir plus de 50 par tête de pipe.
C'est une entreprise qui doit être animée par un projet fort. Quelle est ma raison d'être? Et il faut que ce soit clair. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette entreprise? Quel est l'apport de cette entreprise au service de ce que vous voulez? La vie, l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou autre chose, peu importe, mais il faut que ce soit au service de quelque chose d'autre que les rentes financières des actionnaires ou les rentes sécuritaires des salariés. Hein, il faut vraiment un projet fort, et je suis au service d'eux. Il faut une passion forte, forcément. On ne peut pas alimenter un projet si on n'a pas la passion de ce projet. Et la passion, c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, quand on démarre une entreprise. Il faut y croire. Vous savez, il y a un mot français qui vient du grec qui est magnifique. C'est le mot enthousiasme. Je ne sais pas si vous avez fait du grec, mais l'étymologie d'enthousiasme, c'est être dans le souffle des dieux. Moi, je trouve ça génial. Il faut alimenter l'enthousiasme entrepreneurial dans les entreprises. Il faut vraiment que ce soit une quasi-religion, pour reprendre le mot de Dieu, évidemment. Hein, une quasi-religion, c'est l'enthousiasme, la passion. Je crois qu'il faut continuer en disant que l'avenir d'une entreprise, l'avenir de l'entreprise, donc dans le nouveau paradigme, vient autour d'un mot que j'aime beaucoup, qui est le mot virtuosité. Je pense que faire du banal ne sert à rien. Dès le moment où on fait du banal, tout le monde peut le faire, et dès le moment où tout le monde peut le faire, c'est celui qui fait le prix le plus bas qui gagne. Donc on est retombé dans la logique du prix bas d'avant. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est faire de la virtuosité, parce que dès le moment où vous êtes un virtuose de quelque chose dans le monde, eh bien, vous êtes le seul à pouvoir le faire, parce que vous êtes le seul à pouvoir faire quelque chose de vraiment difficile dont les gens ont besoin. Et à ce moment-là, le prix, je ne dis pas qu'il ne compte plus, mais le prix compte beaucoup moins. Donc il y a là, quelque chose que je prêche depuis longtemps, mais c'est par la virtuosité qu'on peut restaurer les marges, donc on peut restaurer la viabilité et la pérennité des entreprises. C'est très très intéressant. Merci pour ce résumé pour les entrepreneurs. Je vous remercie pour eux. Et écoutez, oui, je sais pas, je peux continuer ou pas? Bien sûr, allez-y. Bien sûr. Je voulais surtout vous dire que c'était un mot que vous aviez utilisé qui m'a percuté, c'est s'endetter le moins possible. Nous allons vers des crises monétaires, des crises financières graves, donc l'endettement, il faut s'en méfier comme de la peste. Je pense aussi que, et ça énerve beaucoup de gens quand je dis ça, mais je pense que le salariat est fini. Le salariat était une très très belle solution aux problèmes industriels, mais on n'est plus dans la logique industrielle. Donc, je pense que l'entreprise de demain, c'est plutôt une joyeuse bande d'associés avec des freelances autour qui sont animés par une passion et par un projet, ce qui reste la tendance aux États-Unis, si je me trompe pas. Elle est là, oui, mais ici en France aussi. Moi, je voyage beaucoup en France dans les milieux entrepreneuriaux. Moi, je vois vraiment dans les jeunes générations des jolies boîtes qui sont en train de sortir et qui ont complètement oublié la notion de salariat. On n'est plus du tout dans ce truc-là. Qu'est-ce que je peux encore dire? Il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. Une entreprise n'est viable que s'il est obsédé par la valeur d'utilité et la valeur d'usage. Hein, et donc moi je crois qu'il faut sortir, et là je sais que je vais me faire des ennemis probablement dans vos jeunes auditeurs entrepreneuriaux, mais il faut sortir du ludique, quoi, hein. C'est bien gentil Facebook, mais ça sert à rien, et c'est pas là que se trouve la valeur ajoutée de demain. L'utilité de demain, elle est pas là. Ce qui sert à rien, c'est peut-être sympa, mais c'est pas là que va se construire l'économie de demain. Moi je pense, et ça c'est peut-être le mot de la fin sur ce thème. Je ne suis pas crypto-gauchiste comme vous l'avez compris, mais je me méfie de la mauvaise relation entre l'entreprise et l'argent. Oui. Je pense vraiment qu'une entreprise a besoin d'argent, parce que l'argent c'est le carburant qui permet à la machine d'avancer, de se développer, etc. Mais l'argent c'est une conséquence de ce que l'on fait, un moyen pour ce que l'on va faire, mais ne peut en aucun cas être un but. On ne fait pas une entreprise pour amasser de l'argent. C'est pas à ça que ça sert une entreprise. Mais il en faut de l'argent, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais, il y a certains business models qui ont quand même se prendre une balle dans le pied suite à ces propos. Ah oui, mais c'est clair, la guerre n'est pas gagnée, hein. On est d'accord,
Mais si on n'a pas besoin de financement, ce qui est de plus en plus le cas pour les entreprises immatérielles, si on n'a pas besoin de capitalisation outrancière, s'il n'y a pas d'actionnaires autres que les associés qui y travaillent tous les jours, il n'y a pas besoin de payer des dividendes. S'il n'y a pas besoin de payer des dividendes, l'argent, il est nécessaire, vital, mais pas du côté de la finance, mais du côté de la vie. Très bien, très 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 bien. C'est pour ça que je voulais poser la question, c'est pour avoir ce genre de retour. Je vais vous poser 2 dernières questions qui sont des questions que je pose très souvent, quasiment à tout le monde. La première, elle est simple, c'est si vous étiez président de la République, quelle serait votre première réforme? Bon, ben là, je vais me faire pas mal d'ennemis, surtout du côté du Rassemblement national. Allons-y, allons-y. Je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de fondamental. Ce qui est fondamental, c'est ceci. C'est que, d'une part, toutes les grandes problématiques pour la création de l'avenir de l'humanité, vous voyez, là, je mâche pas mes mots, toutes ces grandes problématiques sont globalisées. Il est extrêmement clair qu'on ne peut pas considérer que la Chine doit régler son problème de coronavirus et que ça ne nous concerne pas du tout. C'est pas vrai. S'il y a une guerre nucléaire quelque part, même loin d'ici, il est extrêmement clair que le coup de Tchernobyl, on ne va pas nous faire 2 fois, quoi. Hein. Le nuage radioactif, il s'est arrêté pile à la frontière française. Merci, messieurs les douaniers. C'est un peu ridicule, quand même. Hein. Donc, la globalisation des problématiques, elle est là. La pollution, elle est là. Les problèmes démographiques, ils sont là. Les problèmes de migration sont là et ils sont globaux. C'est très clair. En revanche, et là je fais une différence fondamentale, la notion de mondialisation, c'est-à-dire de solution unique, valable pour tout le monde en même temps, la notion de mondialisation qui était en fait dans la réalité l'américanisation du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette mondialisation elle est finie et c'est un échec. Donc très clairement, on est dans un monde où les problématiques sont globalisées, mais où les solutions ne seront pas du tout universelles. Donc on est dans un monde en voie de continentalisation. Et ça, je pense que c'est une notion vraiment importante, c'est qu'il est extrêmement clair qu'il y a des grands bassins culturels, socio-culturels, qui ne réagissent pas de la même manière à la contrainte extérieure. Et donc aujourd'hui, il faut prendre acte que nous ne sommes plus à l'heure de la mondialisation, mais bien à l'heure de la continentalisation, et que l'Europe, notre bonne vieille Europe, est très probablement un continent qui est déjà et qui sera, contrairement à ce qu'on dit, le moteur du passage vers le nouveau paradigme. Et donc moi ce que je crois, c'est que, et là je reviens à votre question, si j'étais président de la République, qu'est-ce que je ferais? Je dirais que je me battrais, je pense que Macron est en train de le faire quelque part, je me battrais pour atténuer, voire abolir la notion d'État national et créer un continent européen qui soit fédéralisé et qui soit uni sur toutes les dimensions financières, économiques, monétaires, diplomatiques, voilà, dans toutes ces dimensions, qui soit vraiment une vraie entité fédéralisée, ce qui n'empêche nullement, évidemment, les sensibilités de s'exprimer, les langues les langues nationales d'être cultivées. Et donc moi, voilà, pour le dire d'une seule phrase, si j'étais président de la République, je militerais de manière à sortir de l'Europe des nations et à rentrer dans une Europe qui serait un réseau de régions autonomes et non plus de nations. C'est plus que pertinent pour le coup. Bon, si vous vous présentez, vous aurez mon vote. Mais bon. Voilà, ok. Si on fait ça, je vous nomme Premier ministre, ça vous va? On va essayer de faire les choses bien et on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et c'est une bonne idée effectivement qu'on entend très très peu souvent encore une fois. Ma dernière question, qui est une question qui va disrupter la plupart des gens quand ils l'entendent la première fois. Qu'est-ce que vous croyez être vrai et que tout le monde croit être faux? C'est une question qui m'oblige à aller au fond de mon travail de recherche. J'espère pas être trop abstrait en disant ça. Contrairement
à la conviction d'à peu près tous les physiciens que je suis et de tous les philosophes que je suis. Je pense que le réel, le monde, l'univers dans lequel nous vivons est porté par une flèche du temps, à savoir qu'il a un sens. Un sens dans le sens direction, mais aussi dans le sens de signification. Moi, je pense qu'il y a... nous vivons dans un monde qui a une intention. Cette intention est tout à fait immanente. Hein, donc, quand je dis immanente, ça veut dire je ne crois pas du tout en l'existence d'un Dieu personnel extérieur à l'univers, mais je crois que l'univers est habité par un logos, comme disaient les Grecs, par un esprit, par une logique qui quelque part veut, et je mets le vœu entre guillemets, le volonté entre guillemets, qui veut réaliser quelque chose qui est lui-même au maximum, et que ça donne sens à tout ce qui existe. Donc moi je pense que cette intention métaphysique immanente est le moteur de l'évolution du réel dans lequel nous vivons et donne sens à notre propre existence qui est d'être au service de cet accomplissement cosmique, pour employer des grands mots un peu ronflants. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a là quelque chose qui est pour moi rappelez-vous, hein, moi j'ai été formé par Ilya Prigogine, et Prigogine est quand même celui qui a réhabilité l'idée de la flèche du temps. Donc on est bien dans un monde irréversible qui va de quelque chose vers autre chose. Alors s'il va vers autre chose, il y a bien une bonne raison pour laquelle il va vers autre chose. Et moi j'appelle ça l'intention, appelez ça comme vous voulez. Mais je prends toutes mes distances métaphysique et surtout religieuse, avec une croyance quelconque en un Dieu extérieur dont la volonté s'exprime là dans notre monde à nous, qui est un monde imparfait, machin, vous connaissez la théologie comme moi. Alors, moi je ne m'inscris pas du tout là-dedans, mais je m'inscris bien dans l'idée que notre vie humaine, ici et maintenant, ne prend sens qu'au service de quelque chose qui la dépasse et qui est quelque part la divinisation du monde, voilà, je sais pas si on peut dire ça, ou la divinisation de l'univers, la divinisation du réel. Donc là, je rejoins en fait quelque chose que je n'ai pas du tout inventé, évidemment. Je rejoins plutôt les philosophies taoïstes ou hindouistes de Vedanta essentiellement, qui depuis fort longtemps pensent ça comme ça. Et moi, je me sens bien là-dedans. Je me sens pas bien dans le dualisme d'un Dieu extérieur à l'univers qui joue avec les marionnettes que nous sommes. Oui, je comprends. Pour me faire chier, quoi. C'est absurde. En revanche, j'ai un sens profond du sacré dans le monde. La vie est sacrée, l'esprit est sacré, un arbre est sacré. Tout ce qui est autour de nous et qui est merveilleux alimente mon sens de la sacralité, et tout cela évolue donc à un sens. Voilà. Je pense que c'était une très très belle réponse et que ça reste clair. Donc réécoutez si vous voulez vous repasser ce passage sur cette conclusion qui était très belle de Marc. Merci infiniment encore une fois. Pour conclure, quelle est votre actualité? Où et comment on peut vous retrouver, Marc? Mon actualité, c'est que là je viens de sortir de quelques mois intenses. Vous savez, j'ai 68 ans, donc j'ai la chance inouïe, le luxe extraordinaire de pouvoir disposer de temps en temps de mon temps. Et donc, moi, je vis en pleine ruralité dans le Morvan, et l'hiver dans le Morvan, c'est un endroit. D'abord, c'est un endroit merveilleux, mais c'est un moment où on n'a pas trop envie de sortir parce que le temps n'est pas toujours parfait. Et donc, c'est un temps d'écriture pour moi. Donc, j'ai répondu à trois commandes de bouquins. Le premier, c'est Dieu sait-il ce qu'il fait, qui est en fait un travail sur le lien entre la cosmologie en tant que physicien et la spiritualité en tant que philosophe, et qui va paraître dans quelques mois aux éditions Rouge et Noir. Très bien. J'en ai un autre que je viens de terminer qui, je fais hommage à mon papa philosophique, les moustaches de Nietzsche, qui essaye de décrire une mystique pour le temps qui vient. Là aussi, ce sera pour les éditions Rouge et Noir, mais un peu plus tard, très probablement dans une petite année. Et puis, une commande qui m'a été faite un peu en catastrophe, mais que j'ai adoré faire,
C'est les éditions du Pré au Clair qui sont en fait qui étaient un peu en sommeil et qu'on est en train, enfin que certains sont en train de ressusciter aujourd'hui et qui m'ont demandé de faire un texte, petit bouquin sur l'introduction à la Kabbale juive, qui est de la mystique juive, et qui va s'appeler Le secret murmuré de Dieu, et qui est lui aussi terminé. Je vais l'envoyer la semaine prochaine, le manuscrit est fini et je l'envoie vers l'éditeur la semaine prochaine. Voilà. Alors pour me retrouver, je crois que le plus simple c'est d'aller visiter le site que j'ai et que ma femme adorée chouchoute à longueur de temps et qui s'appelle www.noetique, donc noetique.eu. Vous voyez, je suis européen, j'ai mis EU. C'est cohérent, c'est super. Cohérent. Bon, on Voilà. va essayer de mettre tout ça dans la description, sur vraiment si vous voulez découvrir le travail de Marc, et même dans tous les cas, je vous invite à découvrir les différents ouvrages de Marc qui sont vraiment très très intéressants, et encore une fois là j'ai hâte de lire ses prochains ouvrages. Et encore une fois merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marc? Que j'ai été ravi d'avoir cet entretien avec vous, François, c'est un vrai bonheur. Merci à vous, mais quand vous voulez pour revenir sur l'émission. Eh bien, avec grand bonheur. À très vite et je vous dis à une prochaine émission.